Les idées et propos tenus lors de cette émission ne reflètent pas nécessairement l'opinion du diffuseur. Nous tenons à vous en aviser. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle émission de la découverte de l'inconnu. Vous avez remarqué, la semaine passée, on n'était pas en ondes, ça a été relâche à cause de Pâques. On en a profité de manger du chocolat et j'espère que de votre côté, vous avez eu des belles réunions de famille avec beaucoup de plaisir. Même si le sens est un petit peu oublié de Pâques, ce que c'était originalement, c'est quand même, ça devient comme Noël, une bonne raison pour se rencontrer en famille et partager. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous lisez votre horoscope à tous les jours, une fois par mois ou une fois par année? Et est-ce que vous vous fiez à ce qui est marqué dans l'horoscope? Moi, je ne suis pas très horoscope dans la vie. Je sais que je suis Cancer, ascendant Gémeaux. Ce que ça donne, je ne le sais pas. Je ne les lis pas, mes horoscopes. Mais pour accueillir mon invité que je reçois ce soir, j'ai quand même pataugé un petit peu dans le monde de l'horoscope dans les dernières semaines. Juste me mettre dedans. Ce qui m'a fait que je me suis posé beaucoup de questions aussi, que je vais poser à mon invité ce soir. Alors, préparez-vous. Après la pause, on va l'accueillir et on va se promener dans les astres, les planètes, la Lune et le Soleil. À tantôt. Retour à l'émission à la découverte de l'inconnu. Bien, comme je vous disais avant la pause, aujourd'hui, on s'en va se promener dans le ciel, mais vraiment dans le ciel, les étoiles, les planètes, le soleil et les astres. Et mettez-en. Puis pour ça, bien, on a été chercher la sommité, le meilleur au Québec astrologue possible, là, Monsieur Alexandre Aubry. Bienvenue, Alexandre. Merci, Sylvain, pour cette belle présentation. Comment vas-tu? Super bien. Je suis tellement content de t'avoir avec moi. Un plaisir. En studio, dans notre beau studio. Hey, Alexandre, tout de suite en partant. Moi, là, je ne suis pas très astrologie dans la vie. Moi, dans ma tête, l'astrologie, là, c'était du monde à l'époque, là, finalement, avec des chaudrons, puis avec des sextants, puis qui calculaient les planètes. Puis je sais pas, j'ai peut-être des idées bien préconçues là, de films, là, mais ça ressemble à quoi un astrologue en 2019? Écoute, c'est encore le même concept des planètes. Évidemment, le mouvement du système solaire, c'est carrément ce à quoi je dois interpréter. C'est sûr que maintenant, on le fait de façon un peu plus numérique, là, c'est-à-dire que je monte une belle carte du ciel que l'ordinateur me calcule, que ce soit pour la journée, que ce soit pour la naissance de quelqu'un, afin de savoir quelle est sa destinée. Mais c'est toujours l'idée que l'ordinateur va faire tous les calculs à ma place. Parce qu'effectivement, à l'époque médiévale, admettons, ça devait être un petit peu plus ardu. Là. Ça se faisait à la main, tu sais, et ça fait juste à peu près 3 décennies que l'ordinateur est apparu. Et même ma mère, elle a été à l'époque, elle a dû calculer quelques cartes du ciel à la main. Ça prenait à peu près là une heure pour faire une carte du ciel complète. C'est sûr qu'elle avait développé des techniques pour faire ça en 20 minutes, là, donc elle négligeait quelques planètes. C'est ça, là, tu sais, quelques symboles là, qui sont plus ou moins pertinents. Alors, et sinon, c'est épuisant de faire ces calculs-là. L'objectif de l'astrologue est surtout d'interpréter les résultats. Alors, merveilleusement, avec l'arrivée de l'ordinateur, on a pu enfin éliminer cette énergie gaspillée à faire les calculs et à éliminer énormément de probabilités d'erreur aussi. Parce que ça aussi, c'est imposant. Je donne juste un exemple. Lorsque j'étais plus petit, ma mère quand elle avait commencé, elle a longuement hésité si j'étais ascendant Scorpion ou ascendant Sagittaire. Et là, on parle de Madame Jacqueline Aubry. Et voilà. Et parce que je suis né très exactement à ascendant Sagittaire à 0,02 degrés. Donc, on est au tout début. Et évidemment, lorsque le moindrement, on est plus ou moins précis sur le lieu géographique. Là, on s'entend que le lieu, là, oui, parce ça que veut c'est dire important, ça. les degrés, les minutes, les secondes de latitude, de longitude, etc. Et c'était quelque chose là, à calculer, tout ça. Alors, si par exemple, je pourrais dire, on faisait une moyenne dans la longitude ou la latitude, voilà qu'on pouvait tromper les données.
Alors, c'est ça qui est difficile. Il fallait être le plus exact possible dans certains cas, comme ma propre carte du ciel. Mais là, l'ordinateur, on peut y donner 15 décimales. Il va le faire en une fraction de seconde, lui aussi, le calcul. Alors que chez l'être humain, là, calculer 15 décimales, on n'a pas fini. Je veux dire, c'est fait pour les grands mathématiciens, ça. Là. Au crayon à mine, c'est long. Hein? Exactement. C'est très, très long. Oui, tout à fait. Et c'est ça, pour en revenir, dans le fond, à la différence entre un astrologue d'aujourd'hui et d'autrefois, c'est tout à fait celle-ci, là, mais l'interprétation demeure la même. L'objectif est de comprendre et de cerner le mouvement de ces planètes-là et que nous sommes tout simplement dans le même rythme que les planètes. D'ailleurs, c'est tellement... L'astrologie, c'est surtout les Grecs de l'Antiquité et les Romains de l'Antiquité qui ont vraiment développé l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'ailleurs, ce que je pratique aujourd'hui a pas mal été canonisé par un certain Claude Ptolémée, qui était un Romain installé à Alexandrie dans la grande bibliothèque. Et cette bibliothèque-là avait été fondée par Alexandre le Grand. Juste pour en revenir à Claude Ptolémée, il a écrit son livre, c'était on n'est même pas sûr de la date, là, mais entre 150 et 170 après Jésus-Christ. Et dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui avait été fondée 400 ans plus tôt, là, et même plus que ça, 450 ans plus tôt, par Alexandre le Grand, vers les 310-20 avant Jésus-Christ, qui lui avait rassemblé toute la connaissance du monde connu, presque jusqu'en Inde, et avait ramené ça en Égypte. Et ça, c'est des choses que vous utilisez encore, ces principes-là de l'époque. Ah, tout à fait, c'est les mêmes. Et si tu me permets, encore plus vieux que ça, c'est en Mésopotamie. C'est là qu'on a, en fait, l'archéologie a déterminé la première trace d'écriture sur Terre. Donc, la plus vieille trace d'écriture qui date à peu près il y a 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça a été sur des tablettes d'argile, donc des marques sur des tablettes d'argile. Et si on interprétait bien ce qui était écrit, c'était clairement le déplacement de Mercure dans le zodiaque. Alors, on comprend tout de suite que les gens savaient qu'est-ce qui nous entourait et s'en servaient pour justement faire certaines prédictions. Alors, l'astrologie date de bien avant l'apparition de l'écriture. Il y avait une tradition orale à ce sujet-là. Et dans le fond, tous les alchimistes de ce monde le savaient très bien que le fameux Hermès Trismégiste, qui était dans le fond un des dieux de l'Antiquité égyptienne, qui a permis dans le fond d'amener la connaissance, la parole, en fait le langage, les calculs mathématiques et aussi l'astrologie à l'humanité. Puis c'est vrai, si tu me permets vraiment une hypothèse... Je te permets, Alexandre, tout ce que tu veux. Une hypothèse relativement farfelue, ça je l'admets, sur l'histoire d'où serait venue l'astrologie. Moi, je trouve que c'est d'une simplicité, puis je suis assez convaincu de ça. Ça viendrait, selon moi, de l'Égypte. Ça pourrait venir d'ailleurs, mais une chose est sûre, c'est le concept qu'il s'agissait d'un des empires les plus puissants à cette époque et surtout un des mieux nourris. La famine n'existait pratiquement pas en Égypte. Pourquoi? Le Nil amenait ses crues à tous les 4 ans. Il fertilisait les champs. Alors, on avait toujours et toujours et toujours des champs fertiles en Égypte. Comme aujourd'hui, dans le fond, on fertilise avec certains engrais. À l'époque, le Nil faisait ce travail. Alors qu'ailleurs dans le monde, souvent, les empires s'écroulaient parce qu'il y avait des famines, parce qu'il y avait des sécheresses, parce qu'il y avait des inondations. Ce qui n'était pas le cas en Égypte. C'était vraiment bien structuré. La nature avait fait les choses de façon fantastique pour nourrir ce peuple-là. Et ceux-là, ils ont fait énormément de tests en agriculture. Ils ont remarqué que s'ils plantaient à l'automne, ça marche pas. Mais s'ils plantent au printemps, ça donne quelque chose. Et là, tout de suite, ils se sont dit, cet astre-là qui brille a droit de vie ou de mort sur la nature et donc sur nous-mêmes. De là, un premier élan vers une astrologie. Ça veut dire quand ils voyaient Mercure à tel endroit dans le ciel, c'est le temps de planter. En fait, c'est le soleil et non pas Mercure. Mercure, c'est une autre chose. Mais les Égyptiens ont remarqué aussi Vénus, qui correspondait exactement aux crues du Nil, en quelque sorte. Elle se plaçait à un endroit bien précis à tous les 4 ans, comme le Nil, à ce moment-là, débordait aussi à chaque fois pour fertiliser les champs. Et donc, Vénus a toujours été associée à la déesse
de la fertilité et aujourd'hui un peu plus de l'amour. Alors on comprend très très bien que c'est associé de très près avec ce fameux développement de la civilisation égyptienne qui, elle, s'est propagée un peu partout et probablement se rendre aussi en Mésopotamie qui ont utilisé les mêmes techniques. Alors c'est ça, puis toutes ces divinités-là autour du bassin méditerranéen sont étrangement similaires. C'est juste que même le monothéisme est apparu dans les mêmes civilisations et donc on retient qu'il y a beaucoup de paraboles chrétiennes ou encore des livres des Juifs, là, de la Torah, là, qui ressemblent aussi étrangement à différentes mythologies. Alors, c'est le même monde, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Sauf que c'est plus simplifié aujourd'hui. Ben aujourd'hui, écoute, là, l'astrologie qu'on fait, elle est vraiment basée, encore et toujours, sur le concept des mythologies. Donc, les planètes qui tournent dans le ciel, si tu me permets l'expression, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, des noms de dieux romains. Et ces planètes-là ont comme fonction la même personnalité que les divinités dont elles portent le nom. Saturne était un dieu assez intransigeant, un dieu qui a régné pendant des temps immémoriaux. Il est le dieu du temps, et donc en astrologie, on va l'interpréter beaucoup pour tout ce qui est du long terme, tout ce qui représente nos responsabilités, tout ce qu'il faut avoir une attitude un peu plus sérieuse. Puis on parle, moi je connais déjà, Mars c'est le dieu de la guerre. Exact. Okay. Voilà notre guerrier en nous. Ah. C'est véritablement Mars qui va déterminer notre niveau de spontanéité, notre niveau justement aussi de spontanéité à la colère ou alors à la retenue de l'agressivité. Alors tout dépendant où il se situe dans le zodiaque, parce que chacun des 12 signes effectivement fait référence aussi à une mythologie. Donc, je donne un exemple, dans le fond, le fameux bélier pourquoi il est le premier, fait référence à une des premières histoires, c'est-à-dire c'est le bélier a sauvé, dans le fond, les 2 derniers enfants d'une civilisation grecque. Alors, c'est un peu l'image de la grande inondation, là. C'est un peu la même mythologie que la Genèse. On parle de Noé? Oui, c'est ça. En fait, c'est la genèse de la Bible et la genèse de la mythologie font référence tous les deux à des inondations. Et donc, lorsqu'on veut parler, par exemple, d'une planète qui se retrouve dans le bélier, comme symbolisme, ça va souvent être un nouveau départ. Tu comprends? Le début de quelque chose. Fait qu'il y a de l'interprétation aussi. Ah oui. L'horoscope, c'est pas juste le calcul très précis ici et ça. Il y a une interprétation avec la symbolique des dieux. Tout à fait. Grecs. Et là, tu me permets aussi, on a encore du temps avant de finir ce bloc, on a quelques secondes. Écoute, regarde ça, c'est tellement simple. C'est sûr que la mythologie, on passe pas à côté, mais 99% des gens ne la connaissent pas. Et moi, je fais plutôt l'exercice en fonction des saisons sur Terre. Alors, un bélier est le début de l'année, du printemps, la renaissance de la vie, et ainsi de suite. Jusqu'au poisson, on est intimement associé à ce qui se passe à l'extérieur. On ressemble à l'état de la nature, mais l'état de la nature de l'hémisphère nord. Écoute, on n'élaborera pas là-dessus, sinon on finira jamais. Mais on peut faire une émission spéciale de 5 heures aussi. C'est sûr. Je pense, parti comme ça, on va réussir. Hein? Mm-hmm. Ben, écoute, comme tu dis, il restait juste quelques secondes au bloc. J'avais encore, je pense, 4 questions pour ce bloc-là. on va y reporter dans le deuxième bloc, parce que j'en ai plein. Moi, il y a plein de petits questionnements que j'ai sur l'horoscope. Restez avec nous, tout le monde. On revient après la pause. On continue cette conversation-là. Bon retour à l'émission. Bon, pendant la pause, on a jasé encore. Bien sûr. Et jasé, ça finissait plus. On a bien de la gueule, comme on dit en bon québécois. Moi, Alexandre, j'ai des petites questions, je te dirais basiques, vraiment. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'horoscope. Okay? Mais des fois, je vais lire l'horoscope dans le journal ou je vais en entendre parler à quelque part. Moi, des fois, il y a des choses que je trouve drôles. Parce que si on me donne le cancer journée-là, mes chiffres chanceux, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça veut-tu dire que tous les cancers vont gager au banco cette journée-là, puis le Taux-Québec vont capoter du nombre de gagnants qu'il va avoir?
Premièrement, je ne fais pas de chiffres chanceux parce que je pense que c'est davantage des périodes chanceuses selon l'individu que l'on peut davantage déterminer que des chiffres en tant que tels. D'ailleurs, je me rappellerai toujours d'un de mes premiers débats télé où j'ai eu un grand plaisir. Mario Dumont, il en faisait partie alors qu'il était chef de l'ADQ à ce moment-là. Ouais. Et il dit, tu sais, avec sa franchise naturelle, là, il dit, moi, j'ai rien contre ça, même je trouve ça le fun, là, mais il dit, tu sais, les chiffres chanceux, je trouve que je comprends pas, il dit, c'est qu'ils sont différents pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Il dit, ça devrait être les mêmes, là, je pense, pour tout le monde. C'est une belle logique, quand même. Tout à fait. Puis c'est ce que moi-même, personnellement, je me dis, effectivement, c'est pas tant le chiffre qui est chanceux, mais bien l'individu qui peut avoir un peu de chance. Honnêtement, moi, j'ai une commande spéciale, effectivement, du magazine Éco-Vedette qui, à chaque année, me font faire un cahier spécial astrologie dans lequel ils me disent, il faut que tu mettes des chiffres chanceux. On en veut 7, là, chiffres chanceux, jusqu'à 49. OK, je comprends donc pour quelle loterie on veut faire allusion. Alors, à ce moment-là, je me dis, ce que je vais essayer de faire, c'est, premièrement, c'est la globalité de l'année. Alors, je vais utiliser, dans le fond, la planète Jupiter. Elle se trouve dans telle position 1 à 12 par rapport au signe. Donc, je donne un exemple. Si Jupiter se trouverait en Taureau et on parle du Bélier, donc Jupiter est dans le 2e signe du Bélier, alors je vais m'amuser à trouver des chiffres qui font référence au chiffre 2. Tu sais, je vais utiliser 2, 12, 22, 44. Tu comprends? Alors, je vais m'inspirer sous cet angle-là qui pourrait donc être quelque chose d'assez rémunérateur comme symbolique. C'est des chiffres qui feraient référence à l'abondance pour le signe, pour l'année en question. Alors, c'est aussi simple et bête que ça. C'est un simple calcul mathématique qui, selon moi, n'est pas nécessairement tant fondé que ça. Mais on va se donner une chance. Les gens en ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Et des fois, simplement que d'y croire, c'est faire activer la loi de l'attraction et ça peut fonctionner. Ben, c'est presque de l'autosuggestion aussi. Exact. Parce que quand tu l'as dans la tête, parce que en même temps aussi, tu sais, on va dire que le cancer, je réfère toujours au cancer parce que c'est mon signe, là, en passant. Mais, admettons, j'ai écouté ta capsule, une de tes capsules la semaine passée. Puis bon, le cancer, on me parlait d'opportunités de changement d'emploi, de choses comme ça. Puis dans ma tête, ce qui me vient toujours, c'est comme, bon, ben si on est 900 000 cancers au Québec, on est-tu 900 000 qui vont changer de job aujourd'hui ou que, tu sais, à quelque part, c'est la précision de ça. Oui, tout à fait. Il faut tout de même arriver avec une petite histoire intéressante à raconter. Il ne faut pas que ça soit d'une généralité épouvantable. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose, qu'on ait un peu de chair autour de l'os. Et évidemment, ce n'est peut-être pas tous les cancers qui ont des changements professionnels cette journée-là. Par contre, l'idée demeure où il y a peut-être une aspiration. Peut-être que chacun des cancers aura une journée où elle ne sera peut-être pas nécessairement très, très identique. À la veille, on aura juste de nouvelles tâches pour la journée, non pas un nouvel emploi. Donc, il faut des fois doser l'interprétation. Il faut se l'adapter à sa réalité. C'est ça, c'est pas by the book, là, textuel. C'est sûr qu'il faut effectivement se l'adapter. Puis je donne souvent l'exemple, lorsque j'étais à Rythme FM, il y avait une géo qui écoutait religieusement mon horoscope tous les matins. Une gentille organisatrice. Gentille organisatrice. Oh, okay. Donc, qui s'occupait des événements et tout ça. Puis j'avais dit que les poissons resteraient à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Elle vient me voir le soir, elle me dit, écoute, là, tu l'avais pas pantoute, là. J'ai été au contraire, un peu toujours parti sur la route. Mes 4 enfants avaient tout oublié quelque chose pour leur sortie scolaire. Mais ils n'étaient pas à la même place, là. Elle dit, je me suis promené. Je dis, ben, tu t'es quand même occupé des enfants. C'est ça. Elle dit, ouais, vu de même. C'est ça, il faut quand même l'adapter à sa situation, t'sais. Alors moi, j'essaie d'inventer une histoire qui a un peu de sens, qui est quand même généreuse et qui n'est pas, vraiment d'une généralité
réalité trop banale. Alors, c'est un peu ça l'idée, en quelque sorte. Donc, il faut se l'adapter. Puis, c'est surtout, comme je disais, avant tout, l'idée est avant tout d'être assez... il faut que ce soit plaisant. C'est un horoscope. C'est fondamentalement... Le gouvernement va me dire, c'est du divertissement. Et je dois aller dans ce sens. Si vous voulez un peu plus que du divertissement, il faudrait qu'on se voit en consultation. Là, c'est une autre histoire. Là, j'utilise la carte du ciel dans son ensemble avec la date, l'heure, le lieu de naissance. Et là, ça indique, dans le fond, quelle était notre image, quelle était l'image du système solaire au moment de la naissance. Et là, nous sommes une sorte d'image miroir de ce système solaire-là. Et chacune, tantôt on parlait de Mars, chacune des planètes fait partie d'une fonction de notre réalité, dans le sens où, pourquoi le Soleil est aussi ce qu'il y a de plus important? Le Soleil, c'est ton signe, tu es né Cancer, donc quelque part entre la fin juin et une bonne partie du mois de juillet. Alors très certainement, À quelque part là-dedans. c'est ça, exactement. Et ce que je veux dire, c'est que pourquoi le Soleil est si important? Ben, il est au centre du système solaire. C'est donc l'astre le plus important. Alors pour nous, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est au centre de nous-mêmes? Ben, c'est notre cœur. Notre cœur, l'organe le plus important. Alors lui, il se doit de battre au meilleur de lui-même, de la meilleure façon possible. Et effectivement, selon notre signe, on peut très bien comprendre de quelle façon on devrait le faire battre et atteindre un certain niveau de bien-être. OK. Merci, mais j'ai un autre questionnement. Oui. Parce que on entend souvent ben moi, c'est un taureau, ça, on pas parlable, les taureaux. Oui, on dirait que chacun des signes ont des personnalités, des attitudes différentes, mais je vais recommencer mon mot avec des voyelles, qui se généralisent quand même. Moi, je parle encore du cancer. Je sais que les cancers, on est rêveurs un peu. Surtout sensible. Écoute, c'est ça, là, c'est une approche que je pense que je suis un des seuls à la faire, c'est-à-dire de vraiment mettre en lien les 12 signes avec les 12 mois de l'année. Bien entendu, les mois, je les calcule à partir du début du signe, là, comme le bélier commence toujours au moment de l'équinoxe. Donc, d'une année à l'autre, c'est pas nécessairement toujours la même date. Là. On le sait que l'équinoxe, c'est autour du 20-21 mars. D'ailleurs, cette année, c'était très précisément le 20 mars à 19h que l'équinoxe a eu lieu. Alors, quelqu'un qui est né à 18h59 était dans le fond, un bébé, là, cette année, naissait à 18h59, c'est un poisson. À 19h, c'est un bélier. OK, fait que c'est vraiment... Ça change. Oui, vraiment, c'est astronomique comme phénomène. Et d'une année à l'autre, on le sait, c'est pas toujours au même moment, l'équinoxe en tant que tel. Fait qu'il y a des gens qui pensent, mettons, qu'ils sont poissons dans la vie, puis ça se peut qu'ils ne soient pas pantoute poissons. Il faut effectivement bien connaître, oui, la date de naissance, c'est clair, mais aussi l'heure. Parce que c'est ça, comme la preuve, elle est là, je viens de l'expliquer avec le fameux 20 mars. Puis aussi, il y a des années bissextiles. Hein? Alors déjà là, ça décale les jours de vraiment d'une journée, tous les signes à ce moment-là, à l'année bissextile. Alors, il faut tenir ça en considération. Puis par rapport à la généralité qui est sur chacun des signes, elle est intimement liée à l'état de la nature qui s'y trouve derrière. Et ça, je te donne un exemple d'ailleurs. Et en fait, j'ai de la misère à l'expliquer avec un signe en particulier, mais on va commencer vraiment. On a combien de temps encore, là? On a 3 minutes à peu près. 3 minutes, écoute. Je vais y aller très, très rapidement pour te l'expliquer. Le bélier, premier signe du zodiaque, je l'ai dit tantôt, il faisait partie de la Genèse dans la mythologie, mais c'est aussi le réveil de la nature. C'est la renaissance. Donc, on comprend très clairement que c'est le début de toute chose. C'est le printemps. C'est pas l'hiver, là. C'est pas le 1er janvier. Ça, c'était un égo trip de Jules César qui a changé le calendrier. Mais sinon, tout le monde... Jules. Eh oui. Sinon, tout le monde avant commençait l'année avec le printemps. C'était ça, le premier de l'année. D'ailleurs, même en Angleterre, on a utilisé un calendrier qui, le premier jour de l'année, était le moment du printemps, jusque dans les années 1500 ou 1600. Là. Et après ça, on s'est rallié avec le continent, qui, lui, eux, utilisaient le calendrier que l'Empire romain avait adopté. Mais au fond, je me souviens, c'est juste une histoire administrative, que les Romains ont utilisé ça. En fait, plus ou moins administrative, là, c'est en lien avec le solstice d'hiver qui arrivait 10 jours avant le 1er janvier. Eux autres prenaient un congé de 10 jours.
C'était ça l'affaire. Puis là, il recommençait à travailler le 1er janvier. Mais il aurait dû continuer ça. Ben oui. Ça aurait été le fun. Ouais, 2 semaines de congé. Ben, on n'est pas loin de ça quand même dans le temps de Noël. Hein? Souvent. Ah, ouais, dans le temps, j'étais aux études. Puis Oui. à cette heure. Non, c'est sûr que quand on est des professionnels maintenant. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, en tant qu'astrologue, c'est souvent même la période où je travaille le plus fort. Mais bref, on est associé à cette réalité-là. Écoute, donc le bélier, lui, il est vite, 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 vite. La nature se réveille vite, 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 vite. Hein? Elle profite des moindres rayons de soleil. Elle s'enracine. Le taureau, ben, on est en pleine période taureau. C'est l'abondance, le taureau. Hein? On a juste à regarder les inondations. Mais j'aime aussi faire référence à l'arbre qui est tout chétif et devient tout charnu de feuilles, comme ça, instantanément, dans la période taureau. La période gémeaux, si tu regardes bien, fin mai, juin, la pollinisation, c'est pour ça que c'est des grands communicateurs. Les plantes échangent entre elles. Alors, les gémeaux sont communicateurs. C'est mon ascendant. Oui, bon, ben voilà, c'est pour ça que tu as besoin d'un micro, là. Mais le cancer, qu'est-ce que faisaient les gémeaux avant, dans le fond? Qu'est-ce que faisaient les plantes? Elles fécondaient. Et maintenant, il faut assister à la naissance. Et la nature a trouvé un phénomène exceptionnel pour rendre une maman, dans le fond, protectrice de son enfant. Elle lui a donné l'amour. Et les cancers, pourquoi ils sont sensibles? Ils sont l'amour en soi. Ils ne font que tout par amour. Si ce n'est pas par amour, ils seront malheureux. Et comme ça, on arrive au lion. Écoute, je pense qu'on a dépassé le 3 minutes, mais... Ah, c'est pas grave, on va faire comme Jean-Marc Parent. On défonce. On défonce. Non, mais on peut pas tellement défoncer, mais on peut en reparler au se retour parle, de la pause. exact. Mais sérieux, il va falloir faire une autre émission, Alexandre. Ça n'a pas de bon sens. On se retrouve après la pause. À tantôt. Encore une fois, on est de retour à l'émission à la découverte de l'inconnu. Juste avant la pause, Alexandre, on venait de commencer à parler des personnalités de chacun des signes. Oui. Puis on avait fait juste 4. Ben oui, c'est ça. Il en reste quelques-uns. Oui, Il y en a qui écoutent puis attendent. Là. Ils ont hâte d'entendre parler des autres. On a fait le cancer, maintenant on est au lion. C'est le milieu de l'été, la meilleure saison de l'année. Alors le lion ne peut être que quelqu'un qui est à son meilleur. En fait, l'objectif de l'individu, c'est d'être à son meilleur, comme la nature l'est, et non pas de dire qu'il est le meilleur, parce que souvent les lions sont quand même assez humbles en général, mais par contre, ils aspirent à être les meilleurs. La Vierge, qui est le dernier signe de l'été, c'est pour ça que c'est des gens très travaillants. Après l'été, ça va être l'automne et on ne pourra plus du tout récolter. Alors, ils sont marqués au fer rouge de l'insécurité pour être motivés à en ramasser plus que pas assez et aussi d'être beaucoup plus efficace possible. La Balance, période un peu particulière, ce n'est pas si noir que ça. Dans le fond, même si c'est l'automne qui commence, au contraire, la nature devient d'une beauté fabuleuse avec le Festival des couleurs. Mais aussi, il fait ni trop chaud ni trop froid, puis il n'y a plus de bébites en plus. Alors, tout est parfait. Alors, la balance ne veut que la perfection, l'équilibre pour être plus juste dans toute chose. Mon Dieu Scorpion, ben là, la fameuse nature s'est écroulée. Hein? Il n'y a plus rien qui marche. Tout est tombé par terre. Il fait froid, il fait noir. C'est un décor de film d'horreur là à l'extérieur. Mais attention, l'humain, l'individu derrière tout ça n'est pas aussi ténébreux que la nature l'est. Au contraire, il est plutôt outillé pour faire face aux ténèbres. Justement, c'est donc un individu qui est capable de solutionner tous les problèmes du monde, en quelque sorte. C'est ça le Scorpion. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il prenne contrôle de toute situation dans la vie, parce que le pire est à venir encore. L'hiver n'est pas arrivé, là. Justement, le signe suivant, qui est le Sagittaire, là, on peut dire que c'est noir, 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 mais non, pas du tout. Lui, au contraire, on vient d'arriver à la fin novembre, décembre, c'est souvent la première neige. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voit la première neige? On fait tous « Wow! Quel nouveau monde extraordinaire qui vient d'apparaître! » Et on a juste envie d'aller l'explorer. Tous les enfants de ce monde vont rouler dans cette neige-là, se faire des balles de neige, des bonhommes de neige, puis on réalise que c'est même pas si froid que ça. Est-ce que l'hiver sera justement doux cette année? On a espoir quand on est Sagittaire. On a la joie de vivre et on est des passionnés puis des voyageurs pour explorer ce nouveau monde-là. Tandis que le Capricorne, ben là, lui, c'est l'hiver. C'est donc il fait froid, au solstice d'hiver. Et il se rend compte que non, la nature ne survivra pas, comme à chaque année. Et on a encore maintenant 3 longs mois à attendre avant que la nature revive. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Ben, ce serait peut-être pas mauvais que de revoir l'agenda et de se dire, donnons-nous des objectifs, les étapes pour y arriver, parce qu'on voudrait que la prochaine année soit meilleure que la précédente. Alors, le Capricorne est quelqu'un qui a besoin d'un plan de match dans la vie. Ce sont des structures, ils aiment être organisés, structurés. Si c'est pas eux-mêmes, c'est les autres
qui vont organiser. Ouais. Alors, c'est du monde comme ça. Le Verseau, plein cœur de l'hiver. Évidemment, la nature n'existe pas, elle est complètement morte et l'individu pour survivre a deux options, soit d'être comme l'Esquimau qui a inventé l'igloo à survivre à l'hiver, donc très ingénieux, ou rassembleur et fonder une cité pour aussi survivre à l'hiver. Alors donc, on a le Verseau qui est effectivement quelqu'un soit de très innovateur, on dit toujours qu'ils savent tout, eux autres en plus, ou rassembleur, ils ont tout le temps beaucoup de gens autour d'eux. Puis le Poisson, curieux signe, lui qui représente le dernier mois de l'hiver, donc tout juste avant la renaissance de la vie sur Terre. Et entre toi et moi, là, le printemps, c'est quand? On en a parlé tantôt, hein, l'équinoxe. Oui, du Mais printemps, mais qui change de temps en temps de place. il change de place un petit peu. Ça, Ouais. c'est pas dramatique. On le sait toujours à peu près quand. Ouais. Mais en tout et moi, le vrai printemps, là, c'est quand c'est dégelé dehors. Ouais. Mais ça arrive quand? Des fois, 1 à 2 semaines avant l'équinoxe. Souvent, 1 à 2 semaines après l'équinoxe. Mais on le sait pas. C'est ça, les poissons. On le sait pas. C'est un signe qui est la Ils sont transition. mystérieux. Mystérieux. En fait, ils sont la transition vers la renaissance, vers une nouvelle vie. Ils n'existent pas en réalité, et c'est pour ça que ce sont des gens d'une extrême générosité, des gens qui vont penser davantage à l'autre bien avant soi-même. Ça, tu vas me dire que tu te reconnais un peu en tant que Cancer, ben c'est un autre signe d'eau, le Poisson. Alors, il y a certaines similitudes entre les signes d'eau où justement le don de soi est très très puissant, puis le Poisson, ben c'est tout simplement parce que puisqu'il n'existe pas, mieux vaut se consacrer aux autres. On va se faire marquer autrement. Exactement, c'est un petit peu ça l'idée. Ou encore, c'est des grands créateurs, des gens qui, ce sont les grands rêveurs. Ils n'existent pas. Alors, c'est un peu ça l'idée. Bon, là, on a fait le tour. Oui, les deux de- signes. Oui, c'est ça. Des grandes lignes de chacun des signes. Moi, ce que j'aimerais entendre parler à Alexandre, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se fient à ça. C'est qui les signes qui sont compatibles en amour, puis ceux qui voudraient s'arracher à la face, là? Écoute, ça, c'est assez fabuleux. Tu sais, d'ailleurs, j'ai vraiment une belle expression que je dis à ce sujet-là. Écoute, là, t'es en train de m'échapper, mais c'est quelque chose comme qu'il s'agit tout simplement d'une simple histoire de complicité astrologique, les couples. Évidemment, je dirais, bon, on ne peut pas trop généraliser, mais curieusement, ça marche quand même assez bien, la généralité à ce sujet-là. Parce qu'il faut surtout s'entendre que c'est davantage la carte du ciel, les deux cartes du ciel, qui va vraiment établir une image très, très claire de si c'est possible ou non de former un couple. Puis en même temps, ça se peut que ça soit possible de former un couple, mais combien de temps? Ça aussi, c'est une autre histoire, tu sais. Oui, toujours. Et Toujours. voilà que deux cartes du ciel, une à côté de l'autre, je les fais c'est comme si je les superposais l'une sur l'autre. Et là, ça permet de voir à quoi va ressembler cette union. Est-ce que même il va y avoir de l'amour qui va se ressentir et est-ce qu'elle est là pour durer ou elle est là juste pour une période de temps X? Mais ça, c'est de façon très précise. Oui. Là, en faisant ma carte du ciel et celle de mon conjoint, c'est sûr qu'on s'en va dans quelque chose de précis. Exactement. Mais en généralité, En général, tu sais, c'est quand ça. on dit, bon, mettons les cancers avec un Tout à tel fait. signe. Et c'est pour ça que je dis aux gens quand même de vous fier à cette réalité-là parce que ça tombe souvent assez bien. Premièrement, moi je dis toujours, si on a la chance de rester dans le même élément, là, c'est-à-dire signe de feu avec les signes de feu, là, Bélier, Lion, Sagittaire ensemble, ça devrait bien aller. Taureau, Vierge, Capricorne, ça c'est les signes de terre. Gémeaux, Balance, Verseau, c'est les signes d'air. Cancer, Scorpion, Poisson, les signes d'eau. Évidemment, Moi, je la réponds vie- pas à cette règle-là. Là. Non, évidemment, la vie étant ce qu'elle est, on finit toujours par se mélanger et voici que c'est là que les problèmes commencent. Parlons-en des problèmes. Oui, il faut apprendre à s'adapter. D'ailleurs, c'est tellement drôle parce que ton couple, toi, c'est vraiment feu et eau. Oui, oui, Alors, oui. voici quelque chose que quand je suis en conférence, je dis toujours, alors,
entre vous et moi, qu'est-ce que vous pensez? Les gens ils disent, ouais, là, l'eau va éteindre le feu, bien entendu. Je dis, oh, que vous êtes pessimiste. Est-ce que le feu ne pourrait pas réchauffer l'eau? Ou la faire évaporer totalement. Et rendre encore, non, mais ça aussi c'est pessimiste, et rendre l'atmosphère des plus agréables avec une température chaude et humide. Oh. Et voilà que, comme J'ai des images. tout à fait, c'est toujours quand même assez à interpréter et à s'y adapter. C'est clair que, dans le fond, c'est pas se la donner facile que de mélanger les éléments, mais par contre, si on fait l'effort de, ça se peut très bien qu'on y parvienne. Tu sais, ou encore, quand on dit quand on mélange la terre et l'eau, ben ça fait de la bouette. Ouais. Ben non, ça fait un terrain fertile. Tu comprends? Il faut tout de même essayer de t'interpréter ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Ça peut être de la boîte aussi. Exactement. Oui. Alors, c'est un petit peu plus difficile quand je dis on mélange les éléments, mais c'est quelque chose de possible quand même. Et ce qui est intéressant aussi à noter, si vous comprenez que le zodiaque est avant tout un cercle. On s'entend qu'on commence avec le bélier, on termine avec le poisson, mais ça reprend avec le bélier. Alors, si on est capable d'identifier le signe en face, comme le signe en face du bélier, c'est la balance. Techniquement, bélier-balance sont un couple qui peuvent très bien se complémenter. L'un est dynamique et l'autre est réfléchi. Tu comprends? Oui. Alors, sous cet angle-là, on peut très bien cerner une certaine complémentarité. D'ailleurs, curieusement, pour ce qui est des familles, ce que j'ai vu beaucoup, Cancer-Capricorne, c'est un couple qui fait généralement une famille, puis une grande famille souvent, ou alors la famille domine pour ce qui est de leur relation, puisqu'ils sont souvent la symbolique de la mère et du père, en quelque sorte. Le Capricorne étant une figure souvent paternelle ou patriarcale, alors que le Cancer, c'est la maternité par excellence. Je l'ai expliqué tantôt avec le phénomène des saisons. C'est lui qui donne naissance à la vie, en quelque sorte, le Cancer. Alors, c'est pour ça que ce couple-là est un couple fondamentalement associé à la vie de famille en général. Et ce qui est souvent impossible, et là, c'est difficile à calculer pour le commun des mortels, mais c'est le 8e signe. Là, OK, je donne un exemple. Oui. Si on part du bélier, le 8e signe va être le scorpion. Parce que bélier, c'est 1. Si on part du bélier, bélier 1, taureau 2, gémeaux 3, cancer 4, lion 5. Vierge, je vais faire sauter les haut-parleurs ici de quelques personnes. Vierge 6. Je saigne du tympan, mais c'est pas grave. Balance 7 et scorpion 8. Alors, un couple bélier-scorpion, c'est nécessairement destructeur comme relation. Mais attention, est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Au contraire, l'idée d'être destructeur, ce n'est pas nécessairement négatif. Tu sais, il y a des feux de forêt dans la vie, il y a des inondations. La nature, de temps à autre, a besoin de détruire quelque chose pour faire renaître du nouveau. Alors, même dans nos propres existences, nous avons des parties de nous-mêmes qui doivent disparaître et des fois, un individu est cette personne-là qui va nous aider à nous transformer. Alors, ce n'est pas automatiquement quelque chose de négatif, mais en même temps, ce fameux 8e signe est cet individu-là qui va nous faire prendre conscience qu'on doit abandonner une partie de nous-mêmes pour nous changer. Et donc, le couple va durer le temps de la transformation. C'est ça, des fois, ça peut être un beau travail à faire sur soi-même. Et voilà, oui, tout à fait. Alexandre, juste avant de se quitter, moi, je veux parler. Je sais, bon, à chaque année, tu écris un livre. Hein? Tu veux nous en parler un peu? Là, c'est Horoscope 2019. Si vous en reste pas, commandez-le sur mon site, alexandreaubry.ca. Il m'en reste quelques copies. Là, j'en ai plus tellement beaucoup, mais je pense que toutes les bibliothèques, en fait, à les bibliothèques, ils pourraient en avoir, mais les librairies, je pense que c'est terminé. Ils sont revenus à l'entrepôt, ceux qui n'ont pas été vendus. Là, ils attendent 2020 bientôt. C'est ça. J'arrive. Là, je suis même en train de faire le point final en ce moment. Je sais aussi, parce que ça fait près d'une heure qu'on parle et on a tellement qu'effleurer le sujet à peine, là. Mais tu donnes des ateliers, des conférences où tu en parles? Oui, ateliers, conférences, cours. On a juste à me suivre sur mon Facebook. C'est là-dessus que je donne toutes les informations. D'ailleurs,
S'il y en a qui sont dans le coin de Boucherville pour le 10 mai prochain, en soirée, un vendredi soir, je fais une conférence sur les signes en amour et l'intimité. Un petit peu ce qu'on a abordé dans les dernières minutes de l'émission. Et ce sera quand même un bel événement. Il y a beaucoup de partenaires avec moi dans cette organisation-là qui auront à vous proposer toutes sortes de produits, de services. Et moi, ben, finalement, je fais le clôture cet événement-là avec cette conférence assez fabuleuse. C'est donc de 6h jusqu'à 22h, vendredi soir, le 10 mai. Alors, tout le monde est invité là-dessus. Et donc, ça, je disais, Facebook, c'est là où on me rejoint. Et vous pouvez aussi voir mon horoscope à tous les jours. N'hésitez pas à aller cliquer « J'aime » sur ma page Alexandre Aubry, astrologue. Et là, vous allez me voir tous les jours. Hey, j'ai oublié de cliquer « J'aime ». Mais je t'ai suivi dernièrement. Ça marche. On est devenus amis, ça revient au même. Bon, c'est ça. Je vais te cliquer ça sur l'épaule, là. Ben, ça mettait fin à notre émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté de partager tout ça avec nous autres. Et pour nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez toujours aussi venir cliquer « J'aime » sur la page Radio Mystère, où vous allez pouvoir aussi trouver le lien pour voir les émissions sur YouTube. Voir, c'est un bien grand mot, on va plutôt les entendre, mais la semaine après la diffusion, vous pouvez les retrouver sur YouTube en intégralité. Sur ce, bonne semaine tout le monde. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu.